Bonjour. Avec cette vidéo, j'aimerais vous proposer une analyse, une présentation de peinture et en particulier vous parler de La Dentelière, qui est un des tableaux les plus célèbres de Vermeer et qui est actuellement exposé au Louvre à Paris. Je fais pas mal de vidéos sur ma chaîne, de commentaires de peinture, de vidéos historiques et d'autres sujets qui peuvent m'intéresser, littérature, sciences, et normalement plutôt en anglais, quelques-unes en espagnol, mais comme j'ai reçu des demandes pour un essai en français, je vais traduire ce que j'avais enregistré en anglais et en espagnol sur cette œuvre. J'ai choisi Vermeer parce que, à mon avis, si un peintre dans l'histoire se rapproche ou me fait penser au concept d'ASMR, c'est lui. Vermeer, c'est un peintre qui représente des scènes d'intérieur, familières, avec des personnages qui s'appliquent sur des tâches méticuleuses, qui très souvent ne regardent pas le spectateur, alors que dans la construction de ces toiles, on perçoit bien que Vermeer joue avec ce regard du spectateur et il nous fait rentrer dans une sorte d'intimité juste à la bonne distance qui peut justement nous communiquer cette sensation qu'est l'ASMR. C'est un univers très précieux, des petites toiles très soignées. Celle dont je vais vous parler a des dimensions modestes, 24 cm sur 21. Et c'est un univers dans lequel la lumière joue un rôle central. Elle joue avec tous les objets. Les scènes sont simples, mais il y a une profusion de détails. Et les toiles sont essentiellement composées de ce jeu entre des textures, des couleurs et la lumière qui vient les animer. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous présenter un peu qui est Vermeer, un nom qu'on connaît mais sans forcément savoir quel type de vie et d'œuvre il a pu avoir, et ensuite de vous parler plus précisément de La Dentelière pour regarder comment ce tableau est construit, ce qu'il nous envoie comme message et pourquoi, à mon avis, c'est un chef-d'œuvre exceptionnel. Vermeer, c'est un peintre hollandais du XVIIe siècle. Il vivait à l'époque dans la ville de Delft, une petite ville qui existe toujours aux Pays-Bas, à une époque où les Pays-Bas se battaient pour leur indépendance contre l'Espagne. L'Espagne, à l'époque, qui avait reçu en héritage de
Charles Quint, la Bourgogne, et le duché de Bourgogne incluait une bonne partie de ce que sont aujourd'hui les Pays-Bas et la Belgique. Dans ce contexte-là, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les Pays-Bas connaissaient une certaine prospérité. Ils avaient une flotte marchande notamment extrêmement développée. C'était une région peuplée et évidemment une région où le catholicisme avait beaucoup reculé, remplacé par le protestantisme et la réforme, et une société qui, selon les critères de l'époque, était relativement tolérante. Donc elle attirait pas mal de libres penseurs ou une certaine élite protestante qui quittait son pays pour s'y installer. Beaucoup de Français protestants notamment sont partis aux Pays-Bas au XVIIe siècle en emportant avec eux leurs affaires et leurs richesses. Et ce contexte, malgré la guerre, faisait des Pays-Bas au XVIIe siècle une zone d'échange d'idées où les philosophes, Descartes par exemple, travaillaient, et où existait une école artistique financée par de grands mécènes, des princes mais aussi des marchands, qui ont contribué à un essor assez exceptionnel de la peinture hollandaise de cette époque. Vermeer fait partie de ces maîtres de la peinture hollandaise du XVIIe siècle, mais il était peu connu. C'était un peintre local qui vivait essentiellement de commandes de marchands, et ça se ressent dans son œuvre, qui est d'ailleurs très peu importante en quantité, puisqu'on voit essentiellement des scènes d'intérieur qui représentent la classe moyenne ou une certaine bourgeoisie, mais on est très loin des tableaux de la haute aristocratie ou royaux que d'autres peintres comme Rembrandt par exemple pouvaient réaliser à la même époque. On est plutôt dans une peinture bourgeoise, si le terme peut s'appliquer, dont Vermeer est un représentant. Et comme ses clients n'étaient pas de grands princes, comme en plus il travaillait extrêmement lentement, et que son type de peinture coûtait très cher, notamment parce qu'à l'époque les pigments qui servaient dans les peintures étaient bien sûr beaucoup plus chers qu'aujourd'hui, et parfois même c'était des matières précieuses. Par exemple, Vermeer utilise beaucoup le bleu dans ses toiles, et le bleu à l'époque, ce qu'on appelait l'outremer, se faisait avec du lapis lazuli, la pierre, qui était réduit en poudre pour servir de pigment. Et il en faisait un usage assez généreux, si bien que entre sa lenteur, le type de client qu'il avait et le coût de ses peintures, il en a laissé, on pense, moins d'une quarantaine qui lui sont attribuées aujourd'hui, et il a terminé sa vie dans la pauvreté, en laissant essentiellement des dettes à sa famille. Comme c'était un peintre mineur à son époque, il est ensuite un peu tombé dans l'oubli, et
c'est seulement au XIXe siècle, 2 siècles après, qu'il a été redécouvert par des experts et que son aura d'artiste s'est mise à croître de façon assez impressionnante, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de marché pour les toiles de Vermeer, il n'y en a pas assez et elles sont toutes dans des musées, mais il est considéré comme un des plus grands peintres européens de ces derniers siècles. Alors pour parler un peu plus de notre tableau, la première chose qui surprend quand on commence à le regarder en détail, c'est la profondeur de champ. Même si c'est un petit tableau, quand on fixe son attention dessus quelques instants, on commence à voir se détacher un premier plan avec cette table et une nappe bleue et ce coussin d'où sortent des fils, probablement des fils de soie. Un deuxième plan avec cette jeune femme qui travaille sur une petite table. Et puis derrière, au troisième plan, le mur. Et si on regarde quelles sont les textures propres à chacun de ces plans, on voit que au premier plan, il y a quelque chose de flou, en particulier ces fils rouges dont on a l'impression qu'ils sont presque en train de se liquéfier, ou ces taches rouges, jaune-vert à côté, qui font fortement penser aux effets qu'on obtient avec des appareils de photographie et qui détachent le premier plan de la jeune femme qui est au deuxième plan. C'est là qu'il faut parler de ce qu'on appelle la camera obscura. La camera obscura, c'est une sorte d'installation optique que les peintres de cette époque utilisaient et qui permet de faire passer en 2 dimensions une image en 3 dimensions. Ça se présentait sous la forme d'une sorte de boîte en bois avec un objectif ou une sorte de trou par lequel pouvait rentrer une image. Donc on braquait la camera obscura sur la scène qu'on voulait représenter et par un jeu de miroirs à l'intérieur de l'objet, la scène était projetée puis renvoyée sur une sorte d'écran en papier où elle apparaissait en 2 dimensions. L'intérêt du processus, c'est que sans déperdition, on pouvait écraser en 2 dimensions une image en 3 dimensions. Donc faire apparaître sur une surface plate une image en 3 dimensions avec les différences de définition que notre œil perçoit en regardant une scène. Et c'est probablement avec ce type d'objet, comme d'ailleurs dans d'autres tableaux qu'il a réalisés, que Vermeer a peint la dentelière pour obtenir cet effet focal ou de différence de définition entre les différents plans. Tout ça servant bien sûr à donner cette sensation de réalisme, de profondeur à la scène. Il joue aussi toujours avec cette image, cette idée de définition de l'image pour capter notre attention. Quand on regarde le tableau au premier coup d'œil, on voit bien sûr le personnage, mais aussitôt
l'attention est immédiatement attirée par le travail dans lequel elle est absorbée. Et il y a bien sûr des éléments de présentation qui concourent à cette sensation. Par exemple, l'orientation des mains, le fait qu'une partie du travail soit dissimulée, notamment par sa main droite, ce qui donne envie d'imaginer ce qui peut se dissimuler derrière. Mais il y a aussi des procédés comme la définition de l'image. Si vous regardez un peu plus le visage de la jeune fille, vous vous rendez compte que ce visage n'est pas réaliste. L'œil droit, par exemple, est beaucoup trop bas par rapport à l'œil gauche, l'œil droit étant celui que nous voyons à gauche. Si vous regardez la distance entre l'œil et la commissure des lèvres, d'un côté et de l'autre, vous voyez un problème qui ne saute pas aux yeux, mais qui donne un caractère presque abstrait à la représentation du visage. Et on retrouve ce caractère un peu abstrait dans la forme des sourcils et du nez, qui forment presque une sorte de T qui est assez étrange. En fait, ces procédés servent à nous faire inconsciemment rentrer dans le travail de la jeune fille. La définition de son visage étant moins forte, moins précise que celle de son travail, on perçoit, plus ou moins consciemment, que le sujet se passe au niveau de ses mains et que même le sujet n'est pas tant la jeune fille que l'état d'esprit ou le niveau d'absorption dans lequel son travail la plonge. Un autre élément du tableau qui est assez surnaturel, c'est la lumière. La lumière, on voit qu'elle tombe du coin supérieur droit à peu près, et qu'elle éclaire le côté du visage, la robe, les mains. Mais si on fait attention, il y a une sorte de deuxième source de lumière qui se situe en bas à gauche et qui équilibre plus ou moins ce tableau. Donc quand on reprend ces différents éléments, ce qu'on voit, c'est que ce tableau a des apparences de grand réalisme, mais en fait, il y a quelque chose de surnaturel en lui. Et je pense que c'est ça qui nous captive dans ce tableau ou dans d'autres œuvres de Vermeer, c'est qu'en fait, il ne représente pas véritablement la réalité comme elle est, mais plutôt une sorte de réalité idéalisée, comme elle devrait être, et une réalité dans laquelle les choses sont brillantes. On voit ce jeu de la lumière avec les textures, notamment la collerette de cette jeune fille. Les choses sont simples, les choses sont toujours équilibrées, tranquilles, mais derrière cette apparente tranquillité, il y a une forme de splendeur dans l'éclatement des couleurs, dans la préciosité de ce moment où on voit une jeune fille qui ignore notre présence et qui est totalement absorbée
dans son travail. Et je crois que ce qui nous touche dans le génie de Vermeer, que vous retrouverez dans d'autres de ses toiles, c'est cette capacité à nous faire entrer dans un monde plus beau que la réalité, qui dégage une sorte de sérénité tranquille et qui nous absorbe autant que ces personnages eux-mêmes, absorbés dans leurs pensées ou dans leur travail. Si vous habitez à Paris, vous pouvez voir plusieurs de ces toiles au Louvre. Je crois qu'il y en a 3. Sinon, d'autres sont exposés aux Pays-Bas, à Amsterdam et à La Haye, à Londres, à la National Gallery, et à Washington et à New York. Ma recommandation, si vous êtes en week-end à New York, c'est d'aller à la Frick Collection, qui est un petit musée privé qui expose 3 tableaux de Vermeer et où on peut les voir dans des conditions excellentes, très proches, ce qui est important parce que ce sont des petits tableaux et surtout dans un contexte plus tranquille que celui qu'on trouve dans des musées plus grands. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. A priori oui, si vous êtes en train d'écouter ce que je raconte. Et je vous laisse faire part de vos commentaires si vous voulez que j'enregistre d'autres de ces vidéos en français. Merci et au revoir.